Je disais à l'instant qu'on allait poursuivre avec la session questions-réponses avec les internautes qui peuvent. Quel est le lien que tu fais entre l'innovation frugale et l'économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, c'est un des produits de sortie de cette réflexion d'innovation frugale. C'est-à-dire que c'est une des solutions mises en œuvre quand on cherche, à partir des ressources disponibles, à faire mieux avec moins de ressources. On l'a déjà appliqué sur, par exemple, du réemploi de béton entre la destruction d'immeubles et la reconstruction d'immeubles, hein, comme ça arrive dans le logement social. Donc, c'est un des projets qu'on avait mené avec la Banque des Territoires et avec l'USH. Et le principe, c'est quand on regarde aujourd'hui la logique, quand on détruit un immeuble, c'est un compte de résultats. Donc, il y a un procédé qui consiste à tout démolir parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Et quand on reconstruit l'immeuble, c'est un autre compte de résultats. Et on avait prouvé que l'économie entre les éléments qu'on récupérait, par exemple de béton, les voiles de béton qu'on récupérait pour réutiliser dans les nouveaux bâtiments, ça présentait une économie globale, quelque part qui coûtait un peu plus cher à la démolition, mais qui faisait gagner un peu d'argent à la reconstruction. Donc toute cette réflexion comme ça, de trouver une ingéniosité pour permettre de faire mieux avec des ressources disponibles, c'est effectivement des éléments qui sont proches du bon sens. Après, on appelle ça innovation frugale, mais c'est vraiment du bon sens. Et l'innovation frugale aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une communauté un peu fédérée. Est-ce qu'il y a une association de référence pour partager les bonnes pratiques, par exemple? Alors, moi, je ne suis pas très dogmatique. Hein. Je suis un truc, c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que cette réflexion de faire mieux avec moins, c'est quand même des choses qui se répandent partout, qui se réfléchissent à plein de niveaux, à des niveaux, par exemple, d'entreprises qui se créent, parce que de toute façon, on a des ressources limitées quand on démarre, donc on est obligé de réfléchir avec les ressources qu'on a pour créer un service qui est mieux que ce qui existe, parce que sinon, on n'existe pas. On y réfléchit quand on est des grandes entreprises, parce qu'on a des contraintes de coûts, de moyens, de ressources premières, donc on est obligé d'y réfléchir. Donc, on a plein d'endroits où les gens, enfin, vous voyez, nous-mêmes, avant de parler avec Navi Ranjou, quand on s'est rencontrés, on ne savait même pas qu'on faisait de l'innovation frugale. Hein. On faisait juste des choses de bon sens, qui étaient de dire comment je fais pour avoir le plus d'impact possible avec le moins d'investissement en face. Et donc, on le retrouve partout. Je dirais pas que... Alors, on a des communautés de partage de pratiques sur des filières métiers qui vont partager justement par exemple dans le bâtiment, dans la construction ou dans n'importe quel secteur. En fin de compte, il y a des pratiques et des échanges de pratiques dès que des gens ont trouvé des clés pour faire mieux avec les ressources existantes. Donc, c'est ces communautés métiers qui existent, mais tout ça, c'est l'innovation frugale. C'est une façon de penser la ressource différemment. Ouais. Donc, de la même manière, il n'existe pas spécialement dans les universités de MBA ou de formation qui ont un aspect très dédié à l'innovation jugale ou frugale. Alors ça, Navi est plus qu'avec nous. Hein. Nous, on est des entrepreneurs, donc on est au quotidien les manches retroussées, donc on est moins. C'est assez rare qu'on parle, en fin de compte, même dans des conférences, hein, sur un truc. Donc je connais moins. Je sais que c'est des sujets, en tout cas, qui sont de plus en plus abordés. Je sais que Navi intervient beaucoup en université. Il y a beaucoup de formations qui sont autour du développement durable, hein, et donc l'innovation frugale, c'est un des moyens d'atteindre les objectifs de développement durable qu'on a parlé aujourd'hui. Et elle se décline de plein de façons. Hein. C'est ce qu'expliquait Jacques tout à l'heure. On peut avoir des visions très high level en se disant finalement c'est quoi les choix stratégiques que je vais faire dans les 10 années à venir, ou aussi des choses très terre à terre en disant si j'ai envie de créer les filières de demain, si je les alimente pas de commandes, elles n'existeront jamais. C'est-à-dire que ça restera que des démonstrateurs qui se développeront jamais. Donc voilà. Et pour les entreprises qui voudraient démarrer cette réflexion de se dire comment on peut réduire notre impact environnemental ou tout simplement réduire nos coûts aussi dans la manière de produire. Est-ce qu'il y a des questions un peu de démarrage qui permettent de savoir par quoi commencer pour éviter un peu le phénomène feuille blanche? Pour moi, encore une fois, hein, il n'y a pas de méthode magique. Hein. Le point qui est important, c'est de se donner un objectif très clair,
en disant, voilà, imaginons par exemple, je suis une entreprise, je dis, j'ai envie de réduire de 30% mon empreinte carbone. Donc ça, c'est un objectif stratégique clair qui va descendre dans toutes les directions de métier et les gens vont l'appliquer à tout ce qu'ils font au quotidien pour repenser l'impact carbone des actions qu'ils mènent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, systématiquement, à part quand c'est des contraintes légales qui sont imposées. Et rien qu'avoir cette vision stratégique et de l'imposer, les gens vont trouver des solutions pour l'atteindre avec des budgets constants, voire réduits, dans ces cas-là. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est le faire, quoi. Faut y aller, quoi. Et c'est vrai que là où je partage les points de Jacques, il y a une urgence, bien sûr. C'est maintenant, et on aurait même dû y aller peut-être plus fort il y a plus longtemps également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les achats et la commande, etc., c'est que le temps de créer des filières nouvelles, par exemple, on a travaillé sur des projets autour de la construction en terre-bois, qui a plein d'impacts carbone, mais également un confort thermique, il y a plein d'avantages à ça. Mais le temps de créer une filière terre-bois, ça prend 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut une filière, ça veut dire si on veut que le marché massivement utilise, donc les entreprises maîtrisent ces techniques, qu'il y ait qu'il y ait tout un écosystème qui se crée pour vraiment que ça se généralise et qu'on ait un impact, je dirais, environnemental massif, il faut qu'on se dise, ces filières, il faut qu'elles soient sourcées de commandes. Si elles n'ont pas de commandes, les gens ne vont pas juste s'amuser à vivre que de démonstrateurs à droite, à gauche, sur un truc. Donc, ça ne marchera pas. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on pousse ces commandes. Pour moi, et c'est ce qu'on fait, on essaie de fédérer d'autres maîtrises d'ouvrage aussi, c'est dire, changeons la commande. Envoyons des commandes, imposons, je dirais, des éléments du bas carbone sans attendre les contraintes légales ou réglementaires, mais soyons même plus ambitieux par rapport à ça, parce que ça va prendre 10 ans. Donc, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, dans 10 ans, ce sera trop tard. Donc, il faut qu'on arrête de trop réfléchir. Ça, c'était un point, enfin, qu'on arrête de débattre. Il n'y a pas de sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants, enfin, les gens que je vois au-dessus, enfin, tous les gens que je rencontre, c'est des gens super smart. Ils savent faire, ils comprennent. Ils ont compris l'enjeu. Il n'y a pas à débattre 10 ans. Il faut juste faire. Il faut mettre des objectifs. Et après, ça va se dérouler sur le marché, quoi. Et tu as, à plusieurs reprises, tu as évoqué l'exemple du BTP parce qu'on sait que l'impact sur l'environnement de ce secteur est très important. Donc, effectivement, dès qu'il y a une optimisation, le résultat est très vite perceptible. Est-ce que d'un point de vue macroéconomie, comme ça, tu as identifié certaines filières où il y a des enjeux extrêmement importants sur lesquels il y a des pistes qui sont actuellement travaillées, ou du moins il faudrait s'y pencher sérieusement parce que il y a là un levier clé pour réduire l'impact? Bon, après, on va retrouver tous les trucs de l'ennuis. C'est sûr que si on regarde le secteur de l'énergie, il y a plein de choses autour de l'énergie. On surconsomme dans tous les sens sur un truc. Donc, les choses n'ont pas été inventées d'aujourd'hui. Il y a eu un travail sur l'économie d'énergie, etc. sur le truc, mais on a encore des gaps énormes. On consomme beaucoup plus. Et aujourd'hui, dans l'équation de ce qu'on met en place, on va privilégier une production et une livraison avant de privilégier l'énergie qu'on va consommer. Donc, c'est sûr que la façon de produire, consommer, distribuer, etc., l'énergie, il y a des champs qui sont déjà investigués, qui sont des champs énormes. Sur le transport et la mobilité, donc là, on parlait du Grand Paris, mais c'est pareil sur le transport urbain. On a travaillé sur des logiques de péage positif. C'est des choses qui se développent à Amsterdam ces systèmes qui font que si vous empruntez pas votre voiture, vous gagnez quelque part une récompense par rapport à ça. Donc ça permet de désengorger des péages. Donc ça fait que on améliore la qualité de l'air et puis les gens basculent vers d'autres modes de transport certains jours, etc. Et vous avez des travaux sur ce secteur-là. Et après, il y en a plein sur la distribution. Là, par exemple, des trucs très basiques. Vous faites les cadeaux de Noël en ce moment, vous commandez un truc, ça arrive dans un gros carton à moitié vide avec des petits paquets qu'on a à l'intérieur, alors que les mêmes choses existent en seconde main à côté de chez vous avec la même qualité de truc, etc. Et donc, on a des questions à avoir sur qu'est-ce qu'on fait transporter dans tous les sens sur ces points-là. Et puis, il y a 50... Enfin, ces secteurs, encore une fois, c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux, qui sont connus, qui sont adressés. Donc, il y a effectivement des entrants, si on regarde Blablacar ou d'autres acteurs comme ça, qui sont arrivés
à disrupter des secteurs en remplissant les voitures, en faisant un partage, en trouvant une économie autour de ça, etc. Il y en a encore plein à venir sur un truc. La seule chose qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, qui me paraît vraiment primordial, c'est que les entreprises qui sont à la genèse des plus grands impacts, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le plus d'impact, soient en train de travailler, de retravailler ces modèles pour essayer de trouver des façons de faire vraiment moins. Il y a vraiment des marges de manœuvre assez énormes. Et tu parlais à l'instant de la consommation à tout va énergétique. Qu'est-ce que tu penses sous l'angle de l'innovation frugale de l'arrivée de la 5G et surtout de l'explosion à venir des objets connectés, par exemple? Moi, je ne vais pas faire des grandes news ou enfin, bon, c'est pas très simple hein, comme débat. On va rentrer dans un débat qui n'est pas que sur l'innovation frugale et qui peut être après des positions du rapport au progrès, à ce qui se développe, etc. Donc, dans tout progrès, de toute façon, il y a des plus, il y a des moins, il y a des choses qui se créent, qui ont des impacts sur la santé, y compris sur le contrôle énergétique, sur le contrôle ne serait-ce que de l'habitat. Hein. On le voit. Nous, on a travaillé sur pas mal de projets de domotique appliqués à l'habitat tertiaire pour se dire comment je fais pour réduire tous les coûts de ce que j'utilise de ce que consomme un bâtiment. Ça nécessite que ce soit avec plein d'objets qui vont contrôler où sont les gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça pose plein d'autres questions hein, sur ces outils-là. Donc, ce qu'il faut comprendre dans les phases de transition, c'est qu'à chaque fois, et donc il ne faut pas s'accrocher à une technologie, etc., à chaque fois, il y a des trucs qui se créent qui sont incroyables et qui permettent vraiment d'aller plus loin dans des trucs. Et puis, il y a des trucs qui vont créer, déjà, qui vont détruire des choses et puis qui vont avoir des effets néfastes. Donc, là, tu parles de la 5G, on pourrait parler des réseaux sociaux, on peut parler de plein de choses comme ça. On a des choses qui permettent d'un coup, si on regarde un réseau social, de mobiliser des gens sur un point et d'agir comme là, par exemple, on est en train de faire une conférence. J'espère qu'on va avoir des gens qui vont avoir envie de se mobiliser autour de ça. Et de l'autre côté, on crée, bon, là, on travaille avec... en train de monter des projets européens là, autour de l'école des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, on a des jeunes qui sont en train qui sont sans aucun encadrement à partir de 5-6 ans et qui sont plongés, cette génération, qui sont nés avec des écrans à côté. Donc, on a ces balances qui sont intérieures. C'est compliqué de dire on n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, parce que de toute façon, ça a été une conséquence de plein de choses, et puis on est où on est par rapport à où on est. Par contre, là, aujourd'hui, il va falloir qu'on repense qu'on crée en fin de compte, on a besoin de créer des cadres de référence d'utilisation de chacune de ces choses. Ce qui est compliqué, par exemple, tu parlais des objets connectés, de la 5G ou même des réseaux sociaux qui ont un peu plus historique de consommation, c'est qu'on arrive dans des domaines qui n'ont pas de cadre de référence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se référer par rapport à ce que pouvaient faire en termes d'usage nos parents, etc. sur un truc, et on n'est pas capable de dire à un moment donné, moi je me positionne par rapport à cet usage-là. Donc on est des sortes de générations brouillons quoi, qui se retrouvent en face de choses. Et ce qu'on est en train de créer, effectivement, il va falloir peut-être une génération pour qu'on le règle et qu'on arrive à le gérer intelligemment. La partie énergétique, c'est pareil. On parlait tout à l'heure de culture par rapport aux dirigeants qui peuvent... enfin, dirigeants, y compris moi, nous, en fait, on est dans des générations où c'était optionnel. On est arrivé, nous, à l'école, etc., sur le truc, même si c'était des thèmes qui étaient abordés, c'était pas la priorité d'un projet qu'on mettait en œuvre. Et tout d'un coup, ça devient des choses où c'est central. C'est pareil, hein, la consommation énergétique n'a pas été, si tu regardes l'histoire, hein, c'était pas, voilà, on a construit sans aucune préoccupation, on laissait les lumières liées, on faisait plein de trucs, etc. L'énergie n'était pas chère et on était en construction comme ça. Et on se disait, bon, et aujourd'hui, l'énergie est pas chère aussi. Hein, c'est ce qui est un des problèmes. Hein, c'est-à-dire, quand on fait un modèle, dès qu'on veut développer quelque chose, on se dit, bah, finalement, c'est pas rentable parce que c'est pas assez cher. Je ne dis pas qu'il faut augmenter l'énergie aujourd'hui, mais c'est juste un des problèmes d'arrivée d'innovation dans ce domaine. Finalement, le meilleur driver qui met en marche tout le monde, c'est le consommateur et le collaborateur. En fait, c'est la demande du marché qui met plus encore la pression que les questions de taxation qui étaient évoquées tout à l'heure. Pour moi, honnêtement, pour moi, la mécanique, c'est il faut qu'on ait des commandes, mais massives. Et ça ne peut pas être que lié aux consommateurs. Il faut qu'on ait une commande massive des entreprises, etc., qui créent des filières, parce que tout d'un coup, on va dire, je veux des choses comme ça, qui consomment moins d'énergie, moins de choses, etc. Et donc, ça fait un appel d'air
et donc quelque part des feux d'opportunité pour des entrants ou des gens présents, etc. Et quand ces filières se créent, là, on commence à basculer parce qu'elles-mêmes, elles vont faire des offres qui font que les consommateurs vont avoir des opportunités pour que ce soit moins cher parce qu'il y aura des commandes importantes avec ça. Donc la base, c'est la commande. Il faut vraiment qu'on commande massivement. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison, si on prend la commande publique qu'on est en train de fédérer avec des acteurs, des grands acteurs de contenu, mais si on prend la commande publique, il n'y a aucune raison que cette commande publique ne soit pas beaucoup plus durable. Le Grand Lyon, par exemple, a fait un projet, j'adore, sur le réemploi de terre. Ce qu'ils ont fait, c'est un truc basique. Ils ont dit, j'ai des déchets de construction qui sont là. Je suis capable, ces déchets, de les transformer en terre fertile en rajoutant des... bon, c'est comme un terreau, quoi, de l'engrais, en gros, sur ces parties-là. Et plutôt que, sur mes projets d'aménagement, faire venir des terres coûteuses, je vais bloquer sur les 20 prochaines années toutes les commandes publiques de terre pour dire vous devez réutiliser ces déblais réemployés. Et donc, ils ont créé toute une boucle de réemploi de terre à partir des déblais, etc. Et ça a un impact qui est massif. Et ça, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en train de rechercher partout des montages de ce type-là et qu'on y aille à fond. Et ça, faut vraiment y aller, quoi. Et c'est facile. Enfin, il y a un peu de montage à faire, mais on sait faire. C'est truffé d'ingénieurs, la France, on sait le faire. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on a une question qui est arrivée sur la communauté des makers, tout ce qui est lié à l'impression 3D et au monde de l'open source. Et est-ce que c'est là finalement que se situe le meilleur terreau de l'innovation frugale? Quel regard, quelle connaissance tu as de ce milieu-là? Alors, nous sur, il y a beaucoup de choses qu'on partage. De toute façon, Expert, on est deux, on n'est pas capable de changer le monde à tous les deux, hein, sur un truc. Et c'est pareil pour les ONG. On a monté la sauce, on met tout en open source sur un truc. Là, par exemple, sur tout le process achat, si des gens sont intéressés, après, vous mettez un petit commentaire et Michael sera ravi de vous envoyer toute la documentation pour faire ça, parce qu'il faut agir. Donc, pour moi, effectivement, le partage, l'open source des éléments, c'est fondamental. Il faut mettre à disposition. Le problème qu'on a aujourd'hui dans cette dimension d'open source, c'est que souvent, les éléments qui sont mis à disposition ne sont pas exploitables. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je mets, alors, on va parler des données, des machins, des trucs comme ça, mais je mets en fin de compte des stocks d'éléments sur un truc et c'est dur de les exploiter parce que c'est massif, on ne sait pas comment. Donc, il y a un travail de mise à disposition. Donc, ça veut dire que c'est un effort de mettre à disposition, en fin de compte, de façon structurée, des éléments réexploitables par la communauté. Et après, d'accompagner la communauté pour les utiliser, c'est encore un autre effort. Donc, effectivement, il y a des initiatives qui sont menées. J'avais parlé tout à l'heure de Time for the Planet. J'adore, en fin de compte, ce groupement d'entrepreneurs, etc., qui va mettre en open source une centaine d'entreprises à fort impact. Ils vont lever 1 milliard pour les accompagner, etc. Et il faut y aller. N'hésitez pas à investir, d'acheter des actions chez eux, etc. Et effectivement, cette logique de dire tout le monde se l'approprie et on va avancer, je pense que c'est vraiment la bonne façon. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que il y a plein de façons d'adresser le sujet. On peut créer des entreprises vraiment fort profit qui sont centrées sur un truc et qui vont avoir un fort impact également. Ou on peut créer des NGO, ou on peut créer des collectifs. Donc, il y a plein de façons d'adresser les thématiques et elles ne sont pas contradictoires. Hein. C'est-à-dire que c'est évident, si on regarde les sites d'innovation, que les acteurs présents aujourd'hui, c'est normalement pas eux qui vont inventer les services de demain. Enfin, en tout cas, ça s'est jamais vu dans des révolutions que les acteurs en place inventaient le truc qui allait venir derrière. Donc, il y a des places énormes à prendre avec beaucoup de capitaux à investir, etc. sur un truc. Et puis, il y a aussi des places dans le partage, dans la propagation, dans la création de communauté. Puis, il y a des places sur des gens qui vont venir aussi aider ces grandes entreprises à faire mieux durablement, etc., dans les phases de transition, etc. Donc, tout ça, il faut le faire. Et voilà, on va semer et puis on va y arriver, quoi. Effectivement, tu parlais des acteurs en place qui n'ont pas forcément intérêt à
à la réduction des coûts parce que ça peut aussi casser un marché existant. Alors, la crise sanitaire en a été l'illustration avec les respirateurs du MIT à 100 dollars, là où le marché se situe plutôt à 30 000 dollars. Est-ce que ça, c'est pas par rapport à l'adoption massive d'une démarche d'innovation frugale, un frein, le fait que parce que ça permet de produire à pas cher, finalement, on n'a pas un réel marché économique en face et donc il n'y a pas les industriels qui facilitent l'appropriation de ces techniques-là? Alors, alors, encore une fois, je vais rentrer dans le détail du mécanique d'achat qui est vraiment très important à comprendre. C'est-à-dire que la base, un industriel fonctionne que s'il a des commandes. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui, hein, les grands de n'importe quelle industrie ne fonctionnent que s'ils ont des commandes associées. Donc, la question, c'est que si la commande bouge, l'industriel va bouger. Enfin, aujourd'hui, au niveau de la commande, une personne, si on est capable de lui montrer qu'il y a un moindre coût, il y a un impact 10 fois plus fort sur un truc, il va y aller. Enfin, il n'y a aucune raison qu'il y aille. Et ce qu'il faut faire, c'est effectivement mettre la pression pour lui dire explique-nous pourquoi tu n'as pas été sur ces domaines-là. Et ça, je dirais, on a de quoi questionner. Alors, Jacques parlait tout à l'heure de réglementation, mais également ne serait-ce que au niveau de la commande publique sur les bras armés de l'État, hein, en disant quand on investit sur des segments, pourquoi, enfin, au lieu de dire c'est optionnel de faire d'utiliser des techniques ou des matériaux, etc. comme ça, c'est plutôt venez démontrer pourquoi vous ne faites pas comme ça et que ce soit systématique, qu'on oblige les gens à justifier le fait qu'ils n'aillent pas sur des parties plus durables. Et ça, je pense qu'on est capable de le faire en imposant ça et que ça devienne une norme. Je suis pas inquiet sur l'industrie va bouger. Enfin, vous voyez, si jamais s'ils ont pas la technique, ils vont l'acheter. Bien sûr, ça va se consolider. Mais la question, c'est qu'ils vont bouger en fonction de là où les gens vont. Je suis pas hyper inquiet là-dessus. Bien sûr, ils résistent. Hein. Nous, on l'a vu ne serait-ce que sur les modes de transport, l'utilisation du béton. Les bétonneux vont vouloir bétonner tout hein, sur un truc, etc. Mais lorsque vous lancez l'impulsion en disant, mais attendez, voilà, la règle a changé, c'est ce que je veux au niveau de la commande, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il n'y a pas de. Soit ils y vont pas. Quoi. Ouais. Parfait. Daniel, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, le message que tu as envie d'adresser? Oui, moi, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que les choses, c'est assez simple. C'est pas, les gens voient un mur en disant le monde va s'écrouler, il va falloir on va commencer à réfléchir, à débattre, etc. Je pense qu'il faut qu'on arrête un tout petit peu de débattre, de réfléchir et juste, ça paraît bête de dire ça, etc. Mais juste d'agir sur partout où on peut agir. Et maintenant, avec des petites actions, je dirais petites, à très fort impact, mais surtout toutes les actions qu'on les repositionne en les questionnant, en disant est-ce que je peux les rendre plus durables, est-ce que si, et ça. Et ça, je pense qu'on est vraiment en capacité. On a des gens super intelligents dans nos dirigeants. Ils le voient, ils le lisent, etc. En dessous, on a des ingénieurs, des financiers, des commerciaux qui sont capables de rebooter n'importe quoi, etc. sur un truc. On a des entrepreneurs hyper bons, affûtés, etc. sur un truc. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas shifter avec, je dirais, des centaines de micro-révolutions plutôt que se dire on va réfléchir pendant 50 ans pour se dire comment on fait le Big Bang, c'est l'alerte rouge, etc. sur un truc. Donc, le truc est simple. Le bon sens, par exemple, Nabil décrit beaucoup dans son livre avec des modèles indiens où ils se disent tiens, j'ai pas d'électricité, comment je fais un frigidaire, etc. Mais c'est que du bon sens. Ça, on sait le faire. Tout le monde sait le faire. Donc, il faut juste y aller. Et voilà. Et quand on est jeune, quand on débarque là-dedans, c'est un peu le paradis pour l'innovation parce qu'il y a tout à recréer. Donc, il y a des modèles à refaire. Les gens, et même pour les gens qui sont entreprises moins jeunes, les gens adorent repenser un modèle avec des nouveaux cadres de contraintes. Il ne faut pas croire quand les gens arrivent en disant il y a une culture d'entreprise, blablabla, ou les gens ne veulent pas bouger, etc. sur un truc. Dès que vous donnez l'impulsion, les gens sont ravis de venir repenser le modèle, le faire, etc. Donc je pense qu'on
voilà, faut juste pousser un tout petit peu. Et puis, voilà. Et pour moi, démarrons par la commande. Les filières vont se créer. On accélère les filières et puis on va y arriver, quoi. Je suis pas super. Enfin, c'est pas une question d'inquiétude, mais voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il y a pas de méthode, il y a pas de machin. Faut juste y aller, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour ton message positif. On avait Xavier Roy, qui est directeur général de France Cluster, qui réunit 450 filières en France, à qui on transmettra le lien également replay de l'émission qui sera disponible dès demain en ligne pour inspirer un maximum d'industriels et d'acteurs dans les différentes filières sur le sujet. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront dès demain envie de créer comme ça de manière frugale et trouver des nouvelles astuces dans leur quotidien pour réduire l'empreinte, qu'elle soit carbone ou d'une autre nature. Encore merci à toi et on aura donc l'occasion de relayer les différentes publications que tu évoquais tout à l'heure à toutes celles et ceux qui souhaiteront de la documentation. À très bientôt. Merci Mickaël et merci pour cette super émission et j'espère que ça va permettre de rebondir. Merci et on salue Jacques au passage. À très bientôt. Bientôt. Au revoir.